Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Pauline Baron nous raconte le quotidien des transgenres incarcérés. Je rappelle donc pour ceux qui souhaiteraient lire ce long reportage qu'ils peuvent le retrouver dans la description du podcast. Et donc pour aborder la question de la transidentité dans la société actuelle, nous avons avec nous Florence Varin qui est la présidente de l'association Le Jardin d'été qui soutient et informe les personnes trans. Pour débuter, juste de manière générale, dans quel cadre votre association intervient? Alors, nous intervenons d'ailleurs sur la demande exclusive des détenus, puisque nous ne pouvons pas intervenir autrement. Et donc, on leur rend visite, mais surtout, on vérifie qu'ils aient leur traitement, qu'ils aient un suivi, on vérifie leur parcours, en fait, tout simplement. Hein, et que au milieu incarcéral, respecte la loi et ce qui est les réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui. Ok, alors effectivement, vous intervenez dans le milieu carcéral, mais pas seulement au niveau de l'association. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les autres, dans les autres cadres dans lesquels vous pouvez intervenir? On intervient en fait principalement, d'ailleurs, la commission prison a été créée il y a un petit peu plus d'un an, mais en fait, depuis le début de l'association, on gère donc des groupes de parole où les gens se réunissent et pour pouvoir discuter entre eux. Après, on a une commission qui s'occupe de l'hébergement. Nous hébergeons des personnes qui sont en grande difficulté, à savoir des jeunes garçons ou filles qui sont soit virés de chez elles, soit, comme dernièrement, on avait un réfugié politique qui, trans toujours, hein, bien sûr, trans, mais qui a débarqué en France par le protocole de Dublin. Autrement, on a des commissions juridiques, un petit peu plus juridiques, c'est-à-dire on accompagne les gens dans leur changement de prénom et de genre, de mention de genre. On accompagne aussi les gens à leur rendez-vous quand ils le demandent ou aussi dans leur entreprise, de façon à ce que quand ils déclarent leur transition à l'entreprise, comme on dit, quand ils font leur coming out, hein, eh bien on les accompagne de façon à ce que ça se passe pas trop mal dans l'entreprise et surtout que les personnes restent en place. Voilà. Alors, justement, dans notre reportage, vous parliez de la commission juridique. Dans notre reportage, on parle de cette espèce de vide juridique qui entoure les personnes transgenres qui sont en prison. Ce vide juridique, est-ce qu'on le retrouve régulièrement quand on aborde la question des trans dans la société? Oui, il y a un gros vide juridique parce qu'en fait, on n'est pas tellement protégé. Euh, Au niveau par exemple, de l'emploi, beaucoup de patrons, à partir du moment où on annonce sa transidentité, des patrons disent, bon, écoute, on va se débarrasser de toi parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses dans l'entreprise. On se rend compte, et là, notre mission, notre accompagnement, elle se situe dans rencontrer le patron, rencontrer les cadres de l'entreprise pour leur faire comprendre qu'en fait, une personne transidentitaire, c'est une personne comme tout le monde, hein, c'est pas devenu un monstre en sortant de boîte, et que cette personne, si au contraire d'ailleurs, si cette personne est acceptée dans l'entreprise, elle va devenir encore plus dévouée à l'entreprise et va être encore beaucoup plus utile à l'entreprise. Ça, c'est ce que les patrons ont du mal un petit peu à comprendre. Et moi, je leur dis, mais de toute façon, la personne va effectivement changer d'apparence. Au lieu de s'habiller en garçon, elle va s'habiller en fille, mais ça va se faire tout doucement, petit à petit, ou inversement. Et qu'on n'est pas là non plus pour tout chambouler dans l'entreprise. Et qu'une personne transidentitaire peut très bien s'intégrer dans une entreprise. On n'est pas défendu légalement parce que, bien évidemment, les patrons arrivent toujours à trouver un échappatoire en disant faute professionnelle, tout un tas de choses. Mais on arrive aussi à avoir des juges au prud'homme, par exemple. On travaille avec un ou deux juges au prud'homme qui ont tout à fait conscience de la problématique et aussi conscience qu'il est extrêmement difficile de prouver la discrimination au travail. C'est-à-dire, on va virer. Je vous donne un exemple. J'ai une jeune fille qui est coiffeuse, qui a bardé de diplômes dans ce métier de coiffeuse. Elle se présente en ayant vu une annonce sur la vitrine d'un coiffeur très connu, d'ailleurs. Elle se présente un jour, la personne qui tient l'établissement lui dit, écoutez, oui, moi, vos compétences m'intéressent, vous êtes très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai un associé, il sera là demain matin, revenez. Bon, elle revient le lendemain, elle voit le monsieur, l'associé. Pareil, elle lui présente ses diplômes, elle lui présente ses compétences. L'associé dit, écoutez, moi, c'est parfait, ça me va très bien, parce que c'est vraiment tout à fait ce qu'on cherchait comme personne. Et venez lundi, on fera les papiers ensemble, et vous commencez donc mardi. Le lundi, elle va au salon de coiffure avec sa carte vitale.
son état civil de garçon. Et là, le patron lui dit, ah, excusez-moi, mais ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible du tout. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a tendu un peu un piège, à savoir qu'on a écrit, on a fait comme si c'était cette personne, comme si c'était la fille qui écrivait, en disant, écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu, m'avoir permis d'avoir un entretien en fait d'embauche, c'était très gentil. J'ai bien noté par contre que mon problème de transidentité était le problème qui faisait que vous ne pouviez donner suite à ma candidature. Cette lettre a été envoyée en recommandé, donc au salon, et théoriquement, ils auraient dû répondre en disant non, 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 ce n'est pas ça qui nous gêne, c'est autre chose. Mais ils n'ont pas répondu, parce que la dame, en fait, elle est extrêmement embêtée dans cette situation. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais répondre à ce courrier? Donc, elle l'a laissé tomber. Et ça, au prud'homme, ça passe pas. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, c'était la transidentité qui pêchait. Et donc, bon, bien évidemment, vous comprenez la suite de ce qui s'est passé. La jeune fille a été, bien évidemment, pas embauchée par ce salon après le procès, mais elle était au moins satisfaite. C'est que là, on avait rempli un vide aussi un petit peu juridique. C'est qu'il n'y a pas d'accompagnement de ce côté-là. Et alors, là, effectivement, c'est un exemple bon, qui se termine au prud'homme, on va dire, mais vous le disiez, vous intervenez dans des entreprises pour aussi expliquer, est-ce que c'est déjà arrivé que votre intervention permette d'assainir les choses et voilà, de la part de l'entreprise de dire, bon, ben voilà, on a juste besoin de plus comprendre et le fait que vous soyez intervenu nous y a aidé. Voilà, tout à fait. Alors, on a des entreprises comme Orange, La Poste, IBM, des gros groupes comme ça qui ont d'ailleurs justement des directeurs de diversité parce qu'ils ont compris que dans une entreprise, plus la diversité a été grande, plus l'entreprise gagnait en richesse. Et un jour, donc, j'ai été appelé à Paris parce qu'il y avait Orange, j'avais un cadre supérieur qui voulait faire une transition. Et le DRH me dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse expliquer ce qui va se passer à tous ses collègues. Donc, je suis monté à Paris et j'ai fait un petit exposé de la transidentité auprès du personnel d'Orange de cette section pour leur expliquer que telle personne qu'ils avaient connue comme garçon allait en fait devenir une fille et qui s'appelait comme ça. Voilà. Et effectivement, les gens, à partir du moment où on a parlé, parce qu'en fait, la transphobie, toutes ces choses-là existent parce que les gens ont peur de la différence. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui, avec des mots très très simples, explique les choses clairement, ben les gens se disent, bah oui, en fait, après tout, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si sorcier que ça. Voilà. Et du coup, les gens l'acceptent beaucoup plus. Je ne veux pas dire que ça se fasse très 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 facilement. Ça demande du travail un petit peu de tout le monde. Faire une transition, c'est un tsunami sur votre environnement, c'est un tsunami sur votre famille, c'est vos amis, et ainsi de suite, à qui, en fin de compte, eux aussi vont faire une transition. Et voilà. Alors justement, effectivement, on a fait un reportage hein, il y a quelques mois de ça sur la transphobie dans le milieu du travail. Alors, est-ce qu'on a une idée du milieu où la transidentité semble le moins acceptée? Est-ce que ce serait vraiment pour le coup le milieu du travail en soi? Il y a le milieu du travail qui, alors, je ne vais pas tomber dans des clichés. Si vous voulez, la transphobie, vous allez en zone urbaine autour des villes, c'est très très mal accepté. Vous allez dans les quartiers défavorisés, c'est très mal accepté. Vous allez, quand on fait des interventions au milieu scolaire, par exemple, quand on a des classes de technique, on sait que ça va être très dur. Tout ça, c'est des clichés aussi, mais on est aussi un petit peu obligé de tomber dans ces clichés. Oui, effectivement, il y a professionnellement parlant, là, on est en train de défendre, enfin de défendre. On est en train d'aider une personne qui fait une transition, qui est bien avancée dans cette transition. Elle est encore au poste au travail, mais dans la sidérurgie. Et la sidérurgie, c'est quand même des bons gaillards. Je ne vais pas être méchante, si vous voulez, mais c'est des bons gaillards, ils sont gentils comme tout, mais il faut quand même aussi leur expliquer ce qu'est la transidentité, que en fait, leur virilité ne risque rien du tout, que ce n'est pas contagieux. Oui, il y a des milieux où c'est plus difficile de faire passer ces choses-là, bien sûr. Alors justement, votre association, donc elle a été fondée en 2014. Quelle évolution avez-vous pu constater sur la transidentité vue par la société? Qui peut être d'ailleurs une évolution positive, voire négative, hein.
Alors, en 2013, on a, mais ça a constaté, comme tout le monde, un recul de violence, d'homophobie, de transphobie, tout ça, lié en fait à ce qui se passait dans les manifestations pour tous. Voilà. Ça fait un recrudescence au niveau de la violence, qui aujourd'hui est en train de se passer un petit peu. Euh, on avance, certes, tout doucement, tout doucement. On voit sur le rapport de SOS homophobie, la violence, elle est toujours présente, elle est toujours là. Par contre, moi, je vois au niveau des interventions au milieu scolaire, euh, j'ai énormément confiance dans les jeunes parce qu'ils ont un regard complètement différent. Et c'est certainement à travers les jeunes qu'on va pouvoir modifier notre société tout doucement, petit à petit. C'est assez clair. J'ai assisté à un salon, à un forum associatif il n'y a pas très très longtemps, et j'ai été extrêmement surprise de voir des jeunes filles en groupe me dire bah nous on est en fait on est bi ou on est lesbienne, pouvoir avoir cette ouverture d'esprit et cette ouverture de parole surtout presque quasiment en public quoi. Et elles avaient absolument pas honte, ce qui était très très bien évidemment. Mais c'est vraiment la première fois que je le vois cette révélation, ce chose-là. Avant ça se disait un petit peu sous le manteau. Voilà. Alors, vous parlez beaucoup d'interventions dans des écoles. Comment ça se passe? Bon, on imagine que vous démarchez des écoles, mais est-ce que vous avez aussi des écoles qui vous contactent intéressées par une intervention? Alors attention, quand je parle d'intervention au milieu scolaire, je le fais par l'intermédiaire soit du refuge, soit de SOS homophobie, puisque le jardin d'été n'a pas l'agrément. Donc en fait, si vous voulez, tout ce qui est logistique, je ne m'en occupe pas. Je ne sais pas. Effectivement, je pense que ça doit fonctionner par SOS qui fait du démarchage, nous, et inversement, l'école qui demande, parce que ça fait partie aussi maintenant des programmes, qu'on parle de la diversité, que l'on parle de ces choses sociales, tout simplement, bien sûr. Alors, on a aussi des proviseurs qui nous disent, alors qui dirigent un collège de 1800, ça c'est un dernier exemple, 1800 élèves, et il me dit non, non, de toute façon, nous, on n'a pas d'homosexuels dans notre établissement, c'est pas possible. Enfin, voilà, ce style de réflexion, mais ça arrive. Alors, j'avais lu aussi dans un article, donc il y a un observatoire hein, des transidentités, et donc les chercheuses co-responsables de cet observatoire, y expliquaient que les associations jouent un rôle très important dans la transition, notamment des adolescents transgenres, car elles permettaient de faire le relais entre l'ado, les parents, le médecin. Vous avez le cas, vous avez beaucoup d'ados, et vous avez l'impression que c'est ça votre rôle? Alors oui, oui, tout à fait. On a aujourd'hui la ligne d'appel d'urgence qui est le 0800 600 et 608, sur lequel on a en fait beaucoup d'appels partout en France. On a d'ailleurs de plus en plus de parents qui nous appellent en nous disant, voilà, j'ai mon enfant, c'est une catastrophe pour les parents, hein, c'est un véritable tsunami, ils sont complètement perdus, déstabilisés, euh, tout ça, et on les aide, et nous, notre objectif, c'est bien évidemment d'aider les parents à faire leur transition, parce qu'il faut qu'ils fassent eux aussi une transition sociale surtout, et puis qu'ils aient une approche avec leur enfant complètement différente que ce qu'ils avaient avant, quoi. Et on accompagne, oui, effectivement, les parents, on accompagne les enfants, et le rôle des associations, c'est effectivement d'aller voir les parents, d'aller voir les médecins, d'aller voir les psychiatres. Je rencontre énormément de psychiatres en ce moment parce que moi, mon ambition, j'aimerais beaucoup que le parcours sorte du protocole que nous connaissons de 99 et soit beaucoup plus court. Pour moi, une transition, ça doit se faire en 3, 4 ans, pas plus. Parce qu'effectivement, je lisais en plus qu'en France, il y avait ce côté très médical. La transition est énormément expliquée de manière médicale en France et pas au-delà. Du coup, on imagine que pour les parents, notamment, ça doit être peut-être plus rassurant, dirons-nous, d'avoir une association qui fait le relais, qui a peut-être une parole plus humaine qu'un médecin. Alors, les médecins deviennent de plus en plus humains. Oui, alors quand je dis plus humaine, c'était plus dans le sens de qui va moins utiliser des termes techniques, l'association. Tout à fait, parce que j'ai rencontré des médecins aussi qui utilisaient effectivement un langage ou qui étaient complètement pédants par rapport à leur savoir, et du coup, on comprenait du tout, strictement rien à ce qu'ils racontaient. Donc, mais je pense que les médecins ont refait un petit peu mea culpa, et j'ai rencontré dernièrement à Paris un grand professeur en psychiatrie qui me disait, aujourd'hui, les psychiatres sont un petit peu moins cons que l'année dernière. Voilà. J'ai trouvé ça très très beau parce qu'en fait, de la part d'un psychiatre et un grand ponte de la psychiatrie, me dire ça, j'ai trouvé ça génial. Et effectivement,
les médecins ont réalisé que eh bien, la transidentité, ce n'était pas leur domaine de compétence. Ils n'y connaissent rien du tout. Et beaucoup l'abordent avec énormément de réserve en disant on va vous aider, on va vous accompagner, mais on va y aller en fait avec vous parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait. C'est vrai là que les associations ont un rôle aussi très très important. Aujourd'hui en France, mais comme dans beaucoup de pays, ça reste médicalisé. De toute façon, on ne peut pas difficilement faire autrement, de vue que la transidentité, on va toucher aux hormones, on va toucher au bloc-corps, on va toucher à éventuellement des opérations qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins lourdes. Donc, il faut que tout ça soit aussi quand même encadré. Heureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui aimeraient que ça ne soit pas encadré à ce point, mais je pense, moi, parce que je rencontre des personnes transidentitaires tous les jours, et je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire dans la transidentité. Ils ne sont pas transidentitaires. Ils ont simplement une psychose, ils ont simplement une envie, un désir, un souhait. J'ai rencontré un jeune garçon qui un jour m'a dit, moi je veux me faire une transition. D'accord, ok, pas de souci, on va te situer, on va t'accompagner. Puis au bout d'un moment, il dit, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est je veux une poitrine. C'est tout ce que je veux. Je dis, attends, mais par rapport à ton genre. Non, 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 je m'en fous, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est une paire de seins. Je dis, écoute, dans ces cas-là, je ne peux pas faire grand-chose pour toi parce que ça ne rentre pas dans mon cadre. Ce n'est pas de la transidentité. Là, ce jeune, je ne peux pas l'accompagner parce que je ne sais pas du tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les médecins ont un rôle en disant, attention, ce qui t'arrive, ce que tu fais, c'est pas ça, c'est pas de la transidentité. Il faut limiter le cadre. Comme vous avez des personnes qui voient les chirurgiens avec la photo de, je dis n'importe quoi, de Claudia Schiffer en disant, je veux ressembler à telle personne, à cette personne. Bon, il y a des choses qui sont limitées, qu'on ne peut pas faire, et qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs. Comme vous avez vu des chirurgies de jeunes filles qui voulaient ressembler à la poupée Barbie, bon, ok, c'est rigolo, c'est mignon, mais c'est extrêmement dangereux, parce que c'est pas possible. Puis ça a des conséquences, des grosses conséquences psychologiques, on imagine. Grosses conséquences, bien évidemment. Alors, effectivement, hein, ce cadre médical, vous le disiez, est nécessaire. Qu'est-ce qui manquerait quelque part sur la question de la transidentité, de l'accompagnement en France? Mais il manque beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Alors, déjà, je pense qu'une visite, bon, je vous dis très, très, très simplement le parcours lambda. Aujourd'hui, il faut qu'on voit un psychiatre, il faut qu'on voit, quand on passe par une équipe pluridisciplinaire, il faut qu'on voit le psychiatre, il faut qu'on voit un psychologue, chaque fois, à quatre reprises. Après, on peut entamer un processus hormonal, et après, les opérations se déclenchent. Moi, ce que nous souhaitons, c'est qu'en fait, la personne transidentitaire voit une fois un psychiatre, éventuellement une autre fois un autre psychiatre pour faire un comparatif, et c'est tout. Et de là, déclencher la prise d'hormones. Après, il y a des choses qui sont incohérentes, à savoir, en ce qui concerne les N2F, quasiment tout est pris en charge avec une équipe pluridisciplinaire. Tout est pris en charge. D'accord. Les hormones, les visites chez les psychiatres et tout ça. Par contre, pour les F2M, c'est-à-dire les filles qui deviennent garçons, tout n'est pas pris en charge au niveau du traitement hormonal, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, il faudrait un petit peu libérer un petit peu tout ça, de façon à ce que, comme je disais tout à l'heure, qu'une transition se fasse en 3 ans, en 3 ou 4 ans, parce que réaliser une transition, c'est assez psychologiquement déstabilisant. Il faut que cette période soit le plus courte possible, parce que il y a une vie après la transition, et c'est cette vie-là qui mérite qui est intéressante. Donc, il faut qu'elle soit le plus longue possible et qu'on y soit le plus vite possible. Je vois des personnes, moi, souvent, malheureusement, qui sont à la 13e, 14, 15, 16 ans de transition, qui ont pris l'androcure, par exemple, pendant 8 ans, ce qui est absolument abominable. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est que tout l'encadrement et les cadres de santé aient cette connaissance de faire le truc le plus rapidement possible. Bien évidemment, faire attention à ne pas faire d'erreur aussi,
mais aller faire tout ça le plus vite possible et donner le maximum de chance à tout le monde. Alors, on parlait justement tout à l'heure de votre rôle vis-à-vis des adolescents, par exemple, avec donc cette espèce de rôle relais entre les parents, le corps médical et les adolescents, etc. Est-ce que, selon l'âge de la personne qui vient vous voir, le rôle de l'association peut différer, peut prendre une forme, une autre forme? Il y a l'accompagnement, mais des fois, par exemple, moi, j'ai un cas où, en fait, c'est un garçon, en fait, c'est une fille qui devenait garçon. Euh, donc, l'enfant était très, très bien dans sa peau. Ça allait très bien pour lui. Absolument pas besoin même de l'accompagner ou d'être présent. Par contre, c'était la maman. La maman, il fallait complètement l'accompagner. Il fallait être très, très présent près de la. Alors là, c'est plus le rôle d'accompagnement de la transidentité, c'est quasiment je sais pas, on va dire de la psychologie auprès des parents, de façon à ce que la maman était catastrophée parce qu'elle était persuadée que son enfant n'allait pas pouvoir avoir une vie sociale, n'allait pas pouvoir avoir des amis, n'allait pas avoir de métier, donc elle était en panique totale. Voilà. Donc effectivement, notre accompagnement n'est pas toujours très, très, très cadré, c'est très, très large et voilà, il faut s'adapter. Oui, c'est du cas par cas, hein, de toute façon. Oui, c'est au cas par cas, tout à fait. Là, je suis content, par contre, pour le rôle de l'association. On rencontre tellement de médecins, de psychiatres, de choses comme ça, qu'on a réussi à, faire prendre conscience à certains endocrinologues que l'on pouvait utiliser les bloquants euh, dans l'évolution de l'adolescence. Et aujourd'hui, c'est un débat qui est mis sur table auprès des scientifiques et auprès des endocrinologues, ce qui pour nous est très important parce que plus on fait une transition tôt, mieux les résultats sont flagrants et frappants. Et l'enfant, je dirais que chez l'enfant, à ce niveau-là, ça passe un peu comme une lettre à la poste. Il y a plus ce côté dramatique qu'on a quand on fait une transition beaucoup plus tard, avec une société un petit peu rigide, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de vraiment se pencher sur les enfants. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Enfance Transgenre France, à l'instar de ce qui se passe aussi au Canada, parce que nos amis canadiens, comme ils disent, ils ont la transitude et ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Voilà. Et donc, il faut prendre exemple sur nos aînés, tout simplement. Alors bah, justement, ce qui amène à ma prochaine question, je voulais savoir un petit peu si on a une idée de la place dans le monde, en fait, que la France peut occuper par rapport à d'autres pays. Où est-ce qu'on se situe? Bon, le Canada, mais c'est souvent le cas, est en avance. Où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres? Est-ce qu'on est vraiment en retard ou est-ce qu'on est à peu près au même niveau que beaucoup? Désolé de vous dire, oui, oui, on a du retard. On a beaucoup de retard. Nous sommes au mois de décembre. Au mois de novembre, j'ai rencontré les dirigeants de, justement, Enfants Transgenres Canada, parce que j'adore leur accent, en plus, il est fabuleux, et ils ont beaucoup plus d'avance que nous. Et on faisait le constat que, en fait, euh, on avait à peu près une dizaine d'années de retard sur le Canada. Alors quand on parle de retard, enfin par rapport, plutôt, on va le prendre autrement. Quand on parle d'avance, que le Canada a de l'avance, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que le Canada, Enfants Transgenres Canada, a déjà sorti des petits fascicules qui sont distribués dans les écoles, que ça pose absolument aucun problème à entrer dans les écoles, qu'ils ont déjà sorti de cette problématique. Vous savez, aujourd'hui, on a la doctrine du genre, tout ça, où on parle de ça, tout le monde lève les bras au ciel. Eux, ça y est, c'est fini, ils ont fini de tourner en rond autour de ça, ils ont résolu le problème, et à nous, on n'a pas encore résolu. Ah, c'est un peu ce retard-là. Aujourd'hui, parler de la transidentité, les gens ils se disent, ils vous regardent avec des gros yeux en disant, qu'est-ce que vous avez avec ce truc? Au Canada, oui, il n'y a pas de souci, il y a des trans de partout, il y a des gens que l'on voit, qu'on identifie comme transidentitaires dans la rue tous les jours, et ça pose absolument aucun problème. C'est la grande différence aussi entre les pays anglo-saxons et latins par rapport à tout un tas de choses. Voilà. On a, nous, une espèce de chape de plomb sur les épaules qui s'appelle le judéo-christianisme et il va falloir qu'on s'en débarrasse tout doucement ou qu'on trouve les solutions par rapport à ça.
Alors, bah, justement, est-ce qu'on peut espérer, enfin, j'espère bien, en tout cas, qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins de conséquences à la transition, que ce sera, bah, comme au Canada, beaucoup plus installé, on va dire. Oui, oui, je pense. Ça, c'est surtout les associations qui jouent ce rôle médiatique euh, et pédagogique, parce que moi, je suis une autre association, nous sommes à peu près 3 personnes permanentes à travailler, à rencontrer du monde pour parler de la transidentité. Donc, si vous voulez, quand on rencontre un psychiatre, ce psychiatre va rencontrer d'autres personnes, et ainsi de suite. Hein, ça fait un petit effet de boule de neige, quoi. Donc ça, c'est un travail qui est important, qu'il faut faire, sachant encore qu'en France, les médecins, les psychiatres, tout ça, ne sont absolument pas formés sur la transidentité. Donc c'est eux qui se forment comme ils peuvent. Donc c'est à nous, association, d'aller vers eux, de leur expliquer gentiment et très cordialement. Voilà. En tout cas, vous le sentez qu'au niveau des associations, vous êtes peut-être de plus en plus accepté, de plus en plus reconnu même, hein, tout simplement? Alors non, on a un gros problème associatif en ce qui concerne la transidentité. Nous avons un tissu, si on veut faire un petit état des lieux, qui est extrêmement problématique. Nous avons relativement peu d'associations qui arrivent à s'entendre entre elles, ce qui est dommage parce que euh, on s'entendrait entre nous, on pourrait faire corps et faire un bloc. Voilà. Euh, on a encore trop de divergences de points de vue, si vous voulez, pour qu'on s'entende vraiment et qu'on puisse faire bloc. Voilà. Ceci dit, l'ensemble des associations, effectivement, œuvrent et travaillent pour l'acceptation de la transidentité et de la banaliser, quoi, tout simplement. Les divergences se situent où, du coup? Les grandes divergences sont sur l'esprit du protocole, justement, sur est-ce qu'on fait par un protocole, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire installée, qui s'appelle aujourd'hui la SOFECT, à Lyon ça s'appelle le Grétis, mais ça fait partie de la SOFECT, c'est pareil, qui sont des scientifiques qui, à un moment donné, sont des scientifiques, des médecins qui, à un moment donné, se sont dit, ben, on va peut-être se pencher sur ces gens qui souffrent, tout ça. Et aujourd'hui, l'ensemble des associations, pas le jardin d'été, attention, le jardin d'été ne rentre pas dans ce cadre-là, mais la majorité des associations demandent la dissolution de la SOFECT. Or, si on fait une dissolution de la SOFECT, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose, mais il faut vite la remplacer par autre chose. Je veux dire, j'aime beaucoup la critique à partir du moment où elle est constructive. C'est-à-dire, je veux qu'on remplace ça par ça. Si on ne fait pas de propositions concrètes, ça ne va pas marcher du tout. Il faut qu'on passe par de la formation. Au jardin d'été, quand quelqu'un vient nous voir, et ça répond aussi à une de vos questions que vous m'avez posées tout à l'heure, quand on vient nous voir, on explique à la personne. Il y a 2 façons de faire une transition en France. Enfin, il y en a 3 exactement. Mais je parlais tout de suite de la troisième, c'est par Internet, commander ses médicaments par Internet, tout faire par Internet. Ça, nous, on est absolument contre. C'est abominable et c'est extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que je dis il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle un parcours libre, indépendant. C'est-à-dire que vous trouvez votre médecin, vous trouvez votre psychiatre, vous trouvez votre endocrinologue, et bon an, mal an, vous allez faire votre transition là-dessus. Par contre, à un moment donné, il y a un truc qui va pêcher, c'est au niveau opératoire. C'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, pour les filles, trouver un chirurgien qui fasse la reconstruction maxillofaciale, gommage de la pomme d'Adam, tout ça. Ça se trouve chez des chirurgiens esthétiques. Et il va y avoir des dépassements d'honoraires pas possibles. Et après, pour la vagino, bon, là, par contre, il faut soit aller en Thaïlande, soit ailleurs. Ça, c'est le parcours libre. Le parcours avec une équipe protocolaire, ça peut paraître un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est justement là où nous sommes en train de travailler. Pour l'instant, c'est 4 visites chez un psychiatre, 4 visites chez un psychologue. Alors, malheureusement, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, malheureusement. Et c'est ça sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Et après, vous avez toute la possibilité, une fois avec l'hormonothérapie commencée, vous avez la possibilité de rencontrer des chirurgiens pour refaire la pomme d'Adam, pour refaire la voix, les cordes vocales, pour refaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et la chirurgie esthétique, et y compris la vaginoplastie ou la phalloplastie, qui sont des opérations très très lourdes de réassignation sexuelle, mais qui sont réalisées en France, qui ça va très très bien. Et voilà.
Donc, on a vraiment ces deux méthodes. Nous, au jardin d'été, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. C'est en fonction de la personne, comme elle veut. Bien souvent, effectivement, les parents sont beaucoup plus rassurés quand on leur dit il y a une équipe pluridisciplinaire qui peut s'occuper de votre enfant. Ça, c'est clair. Les parents me disent oui, moi je veux ça, parce que voilà. Donc, on les accompagne dans ce sens-là. Vous avez d'autres personnes qui disent moi, j'ai un boulot qui est un petit peu particulier, donc il faut vraiment que je maîtrise mes rendez-vous, je veux aller à ma vitesse, je ne veux pas aller trop vite. Bon, et on les accompagne aussi dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des associations ne s'entendent pas trop parce que vous avez toute une panoplie d'associations qui disent non, il n'y a plus d'équipe pluridisciplinaire, il faut supprimer ça, il faut rester que dans le privé. Parcours indépendant. Alors je dis que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se faire une mammectomie à 3 500 balles, payer 3 500 balles pour une mammectomie, l'hystérectomie c'est 6 500 €, et ainsi de suite, ainsi de suite. Une mammoplastie, c'est 5 000 €. Enfin, vous voyez, on ne peut pas. Voilà. Donc, après, chacun de voir. Nous, au jardin d'été, on est très, très, très ouvert de ce côté-là et on accepte absolument tout le monde. Ok, bon, bah, en tout cas, effectivement, on en parle des difficultés, on en parle dans cet article sur la prison, on en a parlé dans un autre sur le milieu du travail, mais l'accompagnement aussi existe, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, à travers les associations, même si le parcours est long, du coup. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Florence Varin, d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je vous en prie, c'est tout pour moi. Donc je rappelle à tous nos internautes qu'ils, s'ils souhaitent effectivement consulter ce long reportage, de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Et quant à tous nos internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.